Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 7 mars 2023 et c'est l'épisode 312. Le Mobile World Congress a livré quelques propositions dans le monde merveilleux des smartphones et de l'informatique en mobilité. Vous vous en doutez, pas de révolution, on le saurait, mais quelques sujets quand même intéressants qu'on vous a sélectionnés. Et puis Tesla a présenté une feuille de route pas forcément révolutionnaire là non plus, mais qui est en réalité un bon prétexte pour parler de technologie dans le cadre notamment de la lutte contre le réchauffement climatique. On va faire un petit peu de prospective sur le sujet. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enrhumé, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, qui n'est donc plus, lui, enrhumé. C'est Guillaume Pogdiastala. Du coup, Guillaume, salut, j'imagine que tu vas bien, du coup. Écoute, ça va mieux, je pense que je vais pas trop tousser ce soir, peut-être qu'il y a un tout petit reste, mais ça va mieux, ça va, merci. Normalement, j'avais bien corrigé ça au montage, et j'ose espérer que là, au moment où vous écoutez cet épisode, il aura fait l'objet d'un traitement du son optimal et aux petits oignons de ma part, pour que vous n'ayez aucun bruit de mouchoir, de tout, etc. On verra, j'espère, je croise les doigts. Avant qu'on parle de tech, un petit tour du côté des personnes qui ont choisi de nous soutenir. Je voudrais citer Cost, Joachim, Sébastien Maintenay, Valentin Lou, Lenuch et Jérémy Dubreuil. Merci évidemment beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux à avoir fait l'exercice et à faire avoir pris l'engagement de contribuer à financer Tech Café. Ce podcast, c'est un peu aussi le vôtre, forcément. En effet, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Tech Café est en partie soutenu par un financement participatif récurrent. Le principe est très simple, on s'inscrit sur patreon.com/techcafé et on accepte de donner quelques euros par mois. On peut en échange débloquer, entre autres, le flux privé pour écouter les podcasts sans la pub et profiter du chapitrage des épisodes. Alors évidemment, mon quotidien est particulièrement chargé en ce moment. En fait, j'en arrive à faire, Guillaume, quelque chose que font certains commerciaux, tu sais, où tu peux leur booker des rendez-vous dans la semaine pour les contacter et leur réserver du temps. Donc j'en suis arrivé là, j'espère que ça va pas durer, j'en suis arrivé là. Pas comme les ophtalmos, il faut pas attendre 1 an ou 6 mois. Par contre, je réponds beaucoup plus vite que les ophtalmos, je suis beaucoup plus vite disponible qu'eux, mais j'ai quand même mis quelques petits créneaux dans mon quotidien pour ce genre de choses. Et en tout cas, bon, c'est assez ahurissant pour moi, mais j'ai bien relevé en tout cas l'intérêt des personnes sur Patreon pour des rencontres en live de temps en temps, en numérique, entre membres de la communauté donc Patreon. L'idée, ce serait de pouvoir échanger une fois de temps en temps, pas trop régulièrement non plus, mais à des créneaux un peu sympas pour tout le monde sur des sujets un peu annexes à la tech ou plus directement liés à la tech pour grandir un peu ensemble. Si vous souhaitez en savoir plus et être tenu au courant, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et bien évidemment, je me dois de souligner le fait que nous n'avons pas de nouvel avis sur Apple Podcast. Et oui, on est à jour, donc si vous déposez un avis sur Apple Podcast dans le pays où vous résidez, on sera très content de savoir que vous nous écoutez depuis ce pays et surtout de citer votre avis durant l'épisode 313. Mais en attendant, je me suis aussi penché sur Podcast Addict. Alors Podcast Addict, il n'y a pas autant d'avis que sur Apple Podcast, mais il y en a, et je pense peut-être même ils sont meilleurs, les avis sur Podcast Addict. Ils sont encore plus savoureux. Il y a Ronfleur60 qui dit « Excellentissime, précis, distrayant, très souvent, entre parenthèses, toujours, super pertinent. Ça fait plusieurs années d'écoute, toujours au top, après 393,9 heures d'écoute. » Tenez-vous bien, 393,9 heures d'écoute. Je suis prêt pour continuer cette année. Il nous écrivait cet avis en début d'année. Continuez à m'accompagner dans mes activités de jardinage, de bricolage et durant mes transports. Bravo les Guillaume. Écoute, Ronfleur60, on te souhaite de pas te couper pendant que tu fais du bricolage ou du jardinage, de pas te blesser au moment où on citera cet avis. Mais merci beaucoup pour ton immense fidélité. Je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de médias, Guillaume, je sais pas ce que t'en penses, qui permettent d'avoir des relations aussi durables et avec autant de proximité, je sais pas, et peut-être aussi bienveillante, parce que oui, il y a les chaînes YouTube avec les abonnés à YouTube, mais ça m'a l'air beaucoup plus toxique sur YouTube, non ? Non, mais franchement, là, quoi, la communauté qu'on a, elle est quand même super, quoi. Elle est très, oui, effectivement, c'est très bienveillant. En général, on a très peu de trolling ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment très cool, effectivement. Puis c'est vrai que ça fait 10 ans que ça dure. 390 heures, oui, c'est vrai que ça en fait des heures de podcast. On en a 312. Et puis bon, si on rajoute tous les suppléments week-end, tous les dossiers, tout ça, c'est vrai que ça doit être encore bien plus. Ouais, non, c'est vrai que ça file, hein. Et si vous voulez être sûr d'écouter tout Tech Café, je me suis fait la réflexion, vous savez que le flux du podcast tel qu'il est dans les apps, il est limité, je crois, à 200 épisodes, sinon ça met une vrille pas possible, mais sur techcafé.fr,
il y a tous les épisodes. Alors certains sont branchés sur archive.org, les fichiers audio, pour être sûr qu'ils soient mis dans la postérité. En fait, de manière cyclique, tous les 2-3 ans, je me fais l'exercice de passer les fichiers audio vers archive.org, ce qui évidemment libère un petit peu de place. Et puis surtout, je me dis, ça permet de garantir un peu dans le temps l'accès à ces émissions-là. Donc si vous voulez écouter les tout premiers épisodes de Tech Café, et en l'occurrence de Tablette Café, vous rendre compte à quel point ça a progressé, bah allez-y, ça nous fera plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Et d'ailleurs, alors Guillaume, au sujet des interactions et de la communauté, tu as relevé qu'on a eu une question sur, je suppute, être ton thème favori. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un destin pour toi de t'occuper de ce sujet. Ce sont les chatbots, et la question porte assez légitimement, encore une fois, sur le coût énergétique des chatbots. Tu t'es penché un petit peu sur le sujet encore. Alors non, c'est Renaud Joly qui a laissé un commentaire sur l'estimation du coût des moteurs de recherche à base d'intelligence artificielle, donc, et voilà, c'est intéressant parce qu'il a des chiffres différents. Alors, c'est normal en fait, hein, c'est pas étonnant parce que on n'a pas beaucoup de recul, c'est très tôt, et en plus c'est très compliqué parce que les modèles sont pas exactement les mêmes d'une boîte à l'autre et le matos non plus. Donc pour l'instant, qualitativement, on peut dire de manière raisonnablement certaine que ça va coûter beaucoup plus cher. Quantitativement, moi j'avais évoqué une estimation préliminaire de 3 à 6 milliards de dollars supplémentaires, je crois. Et Renaud... on rappelle, excuse-moi, on le rappelle, hein, c'est pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, mais c'est Google, Bing, qui implémenterait de l'intelligence artificielle dans les résultats de recherche. Ce seraient les surcoûts liés à cette fonctionnalité, en gros. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus cher de faire une recherche avec un chatbot intelligent que de faire une recherche toute bête en passant par par l'index, qui est donc une base de données finalement. Voilà, donc c'est beaucoup plus cher. Alors, mais la question évidemment c'est de combien. Et Renaud relaye un article de Semi-Analysis qui estime quant à lui autour de 30 milliards de frais. Mais c'est quand même à nuancer parce que finalement il se base sur le coût de fonctionnement de ChatGPT. Donc ChatGPT, le chatbot préféré des petits et des grands. Hein. Et déjà à l'heure actuelle, ce truc coûte, il faut le savoir, 700 000 $ par jour pour fonctionner. Avec la manière dont il est déployé. Ah oui, bon, il y a encore. Enfin, il y a beaucoup moins de gens qui utilisent ChatGPT que de gens qui utilisent Google. Donc, si tu factorises le nombre de requêtes sur ChatGPT, tu peux estimer combien ça coûterait de le déployer à l'échelle qu'a Google, c'est-à-dire dans les 5 milliards de requêtes par jour quand même. Et là, on serait autour des 36 milliards de frais supplémentaires. Et pire que ça mobiliserait des millions de grosses cartes accélératrices Nvidia, dont l'achat seul reviendrait à 100 milliards de dollars en plus. Donc voilà, c'est un coup à pousser Google à la faillite, hein, je rigole même pas en fait. Et c'est pas ce qui va se passer en réalité. Parce que déjà c'est pas possible, mais Google ne va pas utiliser donc la famille des GPT, il va pas utiliser les mêmes modèles que OpenAI. Il a ses propres modèles qui sont d'ailleurs au passage plus efficaces, hein, parce que même les poids lourds, les plus gros de la famille Lambda Chinchilla, c'est bien 2 fois plus petit que GPT-3. Et surtout, comme je le disais poétiquement la semaine dernière, les modèles de langage, c'est comme les slips, ça vient en plusieurs tailles. Et il est certain que Bard va utiliser un modèle beaucoup plus petit. En fait, il va pas utiliser les plus gros modèles que Google a en disposition. Il va utiliser des modèles qui sont beaucoup plus petits, ou disons moyen-moins, tu vois, ce genre de choses. D'ailleurs, ils l'ont dit explicitement. Et parce que Google, en plus, possède ses propres accélérateurs pour le deep learning, les TPU, et les TPU qui peuvent ou non, selon le modèle, là encore, être plus efficaces que tel ou tel autre modèle de GPU Nvidia. Donc du coup, c'est très difficile à quantifier précisément parce qu'on ne sait pas pour l'instant quel matos va faire tourner quoi exactement. Ce qui est sûr, c'est que Microsoft utilise un gros modèle, vraiment, qui lui pompe beaucoup de fric, pour forcer Google à en dépenser encore beaucoup plus que lui, et carrément le mettre en danger. En gros, les deux sont en train de se friter à grands coups de chéquier dans la tronche, tu vois, comme ça. Et ce qu'il faut retenir, mais c'est exactement ça. Et il faut retenir aussi que c'est une bataille qui est scientifique et technologique, parce que chaque progrès dans la recherche sur les réseaux de neurones, chaque progrès qui pourra aboutir à une meilleure efficacité des modèles de langage, qui soit plus petit ou qui se soit calculé plus vite, chaque nouvelle puce aussi, qui pourra faire le même boulot pour moins d'énergie, chaque petite avancée se traduit directement en cash. C'est direct. La science est une richesse au sens propre. En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette réflexion autour du coût, et au-delà du coût énergétique, du coût en argent, quoi, en argent sonnant et trébuchant, de ces fonctionnalités-là, en fait, c'est qu'on se pose la question aussi vite. Tout va vite dans cette histoire d'intelligence artificielle. Les solutions viennent vite, on réfléchit à une implémentation dans les services auprès du grand public très vite, ça bouleverse sur les modèles économiques et peut-être même sur des questions légales très vite, et on se pose très vite la question du coût. On n'a pas été rapidement amené à se poser la question du coût écologique, j'allais dire, j'ai l'impression, mais quelque part c'est directement lié et je doute pas du tout qu'on va se poser très très vite la question. Donc voilà, vous avez compris, tout va vite avec ce sujet depuis l'été dernier, c'est une précipitation.
On va du coup effectivement parler du Mobile World Congress. On peut rappeler aux personnes qui découvriraient un petit peu la tech, j'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns, que le Mobile World Congress c'est aussi ce salon. Historiquement, on savait que c'était des grandes annonces de smartphones, ou plutôt des grandes tendances du marché du smartphone, de l'informatique en mobilité de manière générale. Et il faut dire qu'avec justement des annonces et des évolutions comme on en a pour l'intelligence artificielle ces derniers mois, c'est compliqué d'avoir un grand intérêt sur ces sujets-là. Ça reste un sujet hyper intéressant parce que vous allez le voir, il y a des choses quand même assez intéressantes, ou en tout cas qui méritent d'être soulignées et d'être discutées, mais on n'est plus maintenant dans les raz-de-marée d'annonces, dans les surenchères de technologie. On a des petites tendances, et justement Guillaume, ça tombe bien puisque toi tu as fait une petite veille de toutes les tendances qui pouvaient ressortir un petit peu de ce Mobile World Congress, avec en premier lieu, le truc qui se voit le plus, ce sont les écrans. Ça fait quelque temps qu'on nous parle des smartphones à écran pliant. Est-ce que ça y est, Guillaume, demain, les smartphones seront majoritairement pliants dans les mois à venir? Que nous dit le Mobile World Congress à ce sujet? Il nous dit que non, ce sera sans doute pas le cas en vrai. Mais bon, disons que j'ai titré de manière un peu provocatrice et sans doute un peu injuste le Immobile World Congress, parce que c'est vrai que si on devait faire un bilan de ce MWC, on y trouverait une sorte de paradoxe. Tu vois, il y a eu pas mal de démos, de vraies nouveautés technologiques, et c'était quand même très cool à voir. Voilà, quand on est technophile, c'est toujours super excitant, mais concrètement, aucune n'est vraiment cuite. Aucune n'est prête et finalement, en termes de nouveaux produits qu'on pourra vraiment acheter en magasin cette année, l'an prochain ou même à un horizon déterminé, il y en a pas, et finalement, il y a que des mises à jour assez classiques. Donc on va tout de suite voir un exemple de ça avec la multitude d'écrans qui ont été présentés par diverses marques. Bon, l'écran flexible, c'est vrai que c'était quand même la star, il se plie dans tous les sens, il s'enroule, voilà, en termes de prototype, on n'a vraiment pas été déçus. Il y avait des écrans qui se plient horizontalement, donc pensez au Motorola Razr par exemple, ou au Samsung Z Flip, un téléphone de taille normale, donc il se plie en deux, pour faire un tout petit appareil dans la poche. Et OnePlus va s'y mettre aussi, et Oppo, qui va rendre disponible en Europe son Find N2 Flip, donc qui était jusque-là réservé au marché chinois. Les écrans pliants se multiplient, et peut-être, on va peut-être commencer à espérer la démocratisation du format, parce que ça reste encore très rare et très cher. Mais si on regarde par exemple le Tecno Phantom 5, qui est une sorte de Galaxy Fold, disons, budget, cette fois, pliage horizontal, on va dire. Voilà, je parle cette fois du gros Galaxy Z Fold, avec la pliure verticale qui se déploie d'une tablette d'environ 7 pouces. Tecno annonce un ticket d'entrée autour de $1000. C'est qui est de nos jours le prix d'un flagship, tout ce qu'il y a de plus standard en fait. Le Galaxy Z Fold 4 donc était en 1600 €, le Xiaomi Fold 2 à 1340 et le Magic VS de Honor est à 1690. D'autant que certains ne sortent pas de Chine. Donc je crois que le Xiaomi, le Honor est arrivé jusqu'à nous, le Xiaomi je suis pas sûr. Le Tecno, espérons donc qu'il va arriver chez nous, parce que le Phantom 5 fait pas beaucoup de concessions pour arriver à ce prix. Il a un Dimensity 9000+, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, un set complet de caméra. Faudra voir les tests, mais bon. Le Dimensity 9000+, c'est la toute dernière puce de Mediatek. Et je sais, Mediatek, ça son entrée de gamme, mais les Dimensity 9000 sont des puces qui tiennent quand même la dragée haute au Snapdragon 8 Gen 1, ce qui est pas si dégueulasse. On n'est pas sur le top du top, mais enfin, c'est quand même très raisonnable. Donc, on aura de plus en plus de smartphones pliants. Donc, classique, voilà, on va dire, parce que maintenant, c'est vrai que c'est rentré un petit peu dans les mœurs, Le salon a été aussi l'occasion de voir d'autres usages des écrans souples, et c'est sur le stand de Samsung Display, on en a vu plein. Donc, on avait des écrans, par exemple, qui se pliaient 2 fois, donc voilà, en accordéon, donc on a 3 volets qui se plient 2 fois, mais en sens opposé. Et sinon, on a aussi... C'est pas débile, ça, je trouve, au passage. C'est pas complètement idiot, parce que t'as vraiment le format smartphone habituel. Ça reste épais, bien sûr, à ce stade, mais t'as le format smartphone classique, et si tu l'étends, t'as pas, pour le coup, tu vois, une pliure... Si, t'as 2 pliures, mais ce que je veux dire, c'est que... c'est vrai. Mais en gros, c'est la seule solution qui reproduit le smartphone actuel, mais en étendant l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Les flips et les folds, c'est des versions un peu fermées, sur lesquelles il y a des petits écrans accessoires autour, et là, c'est vraiment un format classique qui peut vraiment s'étendre. Disons que ça donne la possibilité de multiplier la surface par 3 au lieu de 2 actuellement, tu vois. Et il y avait aussi un autre modèle qui se plie comme un menu de restaurant, tu vois, t'as 2 volets qui se referment sur le volet central comme ça. Donc l'avantage, il est clair, malheureusement ce sont des protos, donc voilà, comment protéger les faces de l'écran, la fragilité des charnières aussi, l'épaisseur du tout, pour le moment c'est pas le sujet parce que c'est que des preuves de concept, tu vois. Et parmi elles, on avait aussi des protos d'écran enroulables, donc comme de la pâte à tarte en supermarché, vous l'enroulez. Donc un écran, une partie est enroulée dans un débord, et on peut le dérouler pour accroître sa surface.
Comment on est arrivé à penser aux pâtes à tarte? Moi, un truc enroulé, je pense pâte à tarte. C'est direct. Ok, c'est bon. Voilà, ou parchemin, voilà, ou gros parchemin, comme vous voulez. Mais... Voilà, c'est vrai que c'est pas bien nouveau, tout ça, parce qu'on a déjà vu, mais les nouveaux, et sa marque donc de mobile Motorola, hein, puisque désormais ça lui appartient, ils ont montré des prototypes de téléphones et d'ordinateurs portables beaucoup plus proches de ce que pourraient être de vraies machines vendues à la Fnac un jour, hein, avec quelques réserves quand même. Donc le concept de Motorola, c'est un smartphone qui est assez carré. Il a un écran de 5 pouces qui, voilà, soit en pressant 2 fois le bouton on-off, soit automatiquement, quand le logiciel détecte que c'est nécessaire, il va s'agrandir, comme par magie, en un téléphone de 6 pouces 5. Donc on est un petit peu dans une alternative à un Razer ou un Galaxy Z Flip. C'est un petit truc qui devient un plus gros truc. Et c'est bluffant, ça marche bien. L'écran n'a pas de pliure du coup, aucune pliure disgracieuse. Et il s'enroule en partie de l'autre côté du téléphone, donc une partie qui peut servir d'écran d'appoint d'ailleurs pour prendre des selfies ou bien pour voir ses notifs, pourquoi pas. Donc le téléphone décide tout seul, si on le bascule en mode paysage pour voir une vidéo, il décide tout seul qu'il doit s'agrandir. Pareil, si tu écris un message, il va s'agrandir pour faire de la place au clavier en mode portrait. L'OS gère tout ça très bien, c'est fluide dans l'absolu, c'est vrai que c'est très séduisant. Bon, après, c'est vraiment un prototype. Motorola, d'ailleurs, ne donne aucune espèce de calendrier pour une sortie de ce type d'appareil, que ce soit à moyen terme, à long terme, à court terme, il n'y a rien du tout. Il se mouille pas du tout, même sur la durabilité du système de motorisation, tu sais, est-ce que c'est prévu pour, 2000, 3000, 100 000 allers-retours, je sais pas. Et c'est vrai que, bon, on peut se rêver avec ce genre de truc, science-fiction. Moi, j'aimerais bien avoir un mobile comme ça, franchement, ça a l'air très cool, mais... Évidemment, si tu vas au-delà de ça, tu te poses des questions très terre-à-terre assez rapidement, quoi. Tu vois, le proto, il suscite pas mal de doutes aussi. C'est le premier, évidemment, c'est la fragilité. T'as l'impression que le truc va se péter dans ta poche, quand même. Oui, il y a quand même, par exemple, il y a toute une mécanique complexe, déjà, de base, et une motorisation là-dedans qui sont autant de sources supplémentaires de panne. C'est d'autant plus vrai que pour le moment, l'ensemble est très mal protégé. Comme tu dis, hein, la portion d'écran qui se déroule, c'est juste une petite plaque comme ça, très très fine, très très molle même, hein, qui avance vers le haut. Elle est retenue par rien. Donc l'écran sort à cet endroit-là, et ça fait que quelques millimètres. On sent même au doigt qu'il est souple, hein, ça s'enfonce, ça fait squish, squish, et ça donne pas trop confiance, tu vois, ce genre de truc. Donc si on le remet dans un sac en oubliant de le rengainer, par exemple, on est un peu pressé, je sais pas, on est un peu violent avec, c'est pas trop ce qui peut se passer. Si tu le poses sur une table pas très propre, avec des miettes, du sable, je sais pas, tu vois, est-ce que c'est un smartphone qui est certifié contre les miettes de chips? Parce que sinon c'est rédhibitoire. Hein. Qu'est-ce que c'est important. Tu peux rien faire. Donc voilà, autre interrogation, c'est les latences aussi, parce que sur les vidéos, on voit bien que déployer l'écran complètement, ça prend 1 ou 2 secondes, tu vois. Ce qui est long, quand même. Oui, tu vois, l'autre exemple d'usage, c'est qu'ils sont montrés, c'est déployer pour affiler le clavier. Ça veut dire que je dois attendre 1 à 2 secondes avant de pouvoir commencer à taper. Mais si t'as la patience comme moi d'un enfant de 4 ans, ça va pas le faire. C'est pas possible. Donc voilà, on peut se poser des questions sur le bruit que fait le moteur aussi, et sur la batterie. Et parce qu'il fait du bruit, hein, en plus. Ça fait un petit bruit. Alors, est-ce que ça fait un bruit qui, bon, à mon avis, quand c'est le silence, tu l'entends bien. La batterie, c'est pareil. La batterie, forcément, le téléphone, il a un châssis petit, il a un châssis de 5 pouces. Donc, il a forcément une petite batterie. Or, il doit alimenter un grand écran et un moteur qui va tourner des dizaines de fois par jour. Donc, est-ce que, tu vois, l'autonomie, on ne sait pas. Donc, voilà, c'est vraiment un concept phone sans autre précision. Bon. Il y avait aussi un concept de PC portable qui utilise le même système, hein, de Lenovo ce coup-ci. C'était presque plus convaincant parce que ça paraissait un peu plus robuste. Le principe, c'est le même. C'est-à-dire l'écran du PC se déroule de dessous le clavier, là, et ça augmente la hauteur de l'écran qui passe de 12 à 15 pouces de diagonale, mais on est dans un format un peu atypique, un format presque portrait, un peu plus carré qu'un portrait, mais quasi quand même, voilà, de ce format-là. C'est idéal pour de la consultation web, du codage, de l'écriture. L'écran a l'air mieux protégé parce qu'au moins il y a une coque derrière, ça a l'air mieux soutenu. Et puis bon, la problématique de la batterie est moins pressante aussi parce que t'as quand même le batterie dans le clavier, voilà, ça va. Bon, ça reste une motorisation qui peut péter, bien entendu. Mais bon, on va pas s'amuser à faire monter, descendre, 50 fois. Remarque, si je pourrais m'amuser à faire monter, descendre 50 fois, mais tu vois, je veux dire, normalement, tu sors ton PC 1 ou 2 fois par jour, tu fais monter le truc, c'est bon. Alors que le portable, tu le prends 50 fois par jour, il rétrécit, il s'allonge, pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. 50 fois par jour, et voilà. Donc Pierre Olivier, si tu nous entends. C'est un truc qui vraiment pose question. Moi, je suis plus convaincu par le PC, on va dire. Mais bon, c'est pas cuit non plus. Tu vois, le déroulement est assez lent d'ailleurs, pareil. Donc voilà, ce ThinkBook, c'est aussi un prototype. Hein, donc c'est un rêve, c'est sympa. Mais bon, voilà, les vrais produits présentés, ils étaient quand même beaucoup plus normaux, quoi.
Et puis dans le cas des PC, on oublie aussi que le fait de refermer son PC, c'est un cas d'usage assez fréquent aussi pour les PC portables aujourd'hui. Quand tu veux verrouiller ton ordi, il y en a plein qui prennent le réflexe de juste rabattre l'écran. Là, tu fais pas ça aussi vite non plus. Pas très convaincant dans les conditions du quotidien, toutes ces propositions. Et on se dit aussi avec un petit peu de recul, est-ce bien utile comme avancée? Je dirais pas la même chose que pour la 5G par exemple, mais vraiment dans le cas des écrans de ce type-là, avec tous les problèmes que ça pose, je me demande si c'est bien utile dans le contexte de réchauffement climatique qu'on vit. La 5G, j'ai moins de critiques à faire sous l'angle du réchauffement climatique, on en a largement parlé, des évolutions de réseau, mais pour ces mécaniques-là d'affichage, j'avoue que je me pose la question. Écoute, c'est des innovations que tu as identifiées, ça c'est des innovations visibles, mais il y a des innovations qui sont moins visibles et pourtant qui sont aussi intéressantes. Alors, tu vas nous parler des smartphones qui se chargent plus vite que l'éclair. Oui, après, c'est vrai que voilà, là, on a parlé un petit peu des smartphones proto. Il y avait des smartphones bien normaux. Bon, j'avais évoqué le Nokia G22 et sa conception très réparable. Très simple à démonter. C'est très cool, ça, ouais. Oui, alors je précise que je trouve ça très bien. C'est juste que voilà, ça m'a tué que être réparable, ça se devient un argument de vente, de différenciation. Bon, enfin, en tout cas, ça témoigne d'une tendance positive. Je fais une petite parenthèse juste pour dire que je me suis mieux documenté sur le sujet. Je voyais le journaliste, je crois, chez The Verge, qui était dans un cas d'usage, c'est bien sur ce smartphone, où il devait remplacer un composant. Et en gros, il a dû faire lui-même prendre en main le truc. Alors bon, il a mis 8 minutes, ce qui paraissait long, mais ce qui est quand même assez dingue. J'avais pas vu du tout ce petit retour du journaliste. En fait, je trouve ça vachement bien, quoi. Même cette prise en main. Alors oui, le journaliste n'est pas complètement né de la cuisse de Jupiter de la tech sans doute, mais je pense pas non plus qu'il passe ses journées à réparer des smartphones pour qu'il y arrive comme ça avec un guide et du matos. Je trouvais ça très chouette. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'est une tendance positive et j'aimerais qu'elle soit en fait largement plus forte. C'est soit une base, quoi. C'est très très bien. Et bon, enfin, en tout cas, en ce qui concerne les autres merveilles du salon, donc il y a Xiaomi qui a annoncé son 13 Pro. Bon, c'est un téléphone très haut de gamme, très cher pour la marque aussi, trop cher d'ailleurs par rapport à la concurrence, mais qui affiche tout de même un capteur photo inhabituellement large, de presque 1 pouce, donc ça donne vraiment une excellente sensibilité. Alors, c'est pas le seul à passer à ce type de capteur dit 1 pouce, bon 1 pouce qui fait pas vraiment 1 pouce, mais voilà, c'est quand même vachement gros. Voilà, parce que voilà, bon... Pourquoi tout le monde appelle les capteurs 1 pouce alors qu'ils font pas 1 pouce, puisque c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Oui, voilà, non, parce que ça, c'est... En fait, quand il y a la plupart du temps, quand les fabricants disent on a un capteur 1 pouce dans le téléphone, en fait, il fait pas 1 pouce. Il fait pas 1 pouce de diagonale, il fait pas non plus 1 pouce de hauteur ou de largeur, il fait pas 1 pouce. Il fait un peu moins. Et alors, pourquoi ça fait pas vraiment 1 pouce? Parce qu'historiquement, les premières caméras de télé utilisaient des tubes à vide, dont le diamètre donnait une idée de la sensibilité. Donc en gros, plus il était gros, le tube, au plus le nombre de photons qui arrivent dedans est important. Et bon, les caméras dans les années 70, bien avant les CCD, avaient des diamètres de plus en plus gros, 1/2 pouce, 2/3 de pouce, 1 pouce. Et aujourd'hui, un capteur dit de 1 pouce ne fait en fait que dans les 0,61 pouces de diagonale, mais il est équivalent à une caméra hypothétique qui aurait un tube de 1 pouce. Alors pourquoi, diable, rester bloqué avec une référence aussi totalement obsolète que les caméras TV des années 70 ? Probablement pour des raisons marketing évidentes, parce que ça permet de gonfler les chiffres, et puis peut-être parce que c'est aussi un jargon du milieu qui perdure par habitude, quoi. Donc voilà, c'était... ok, intéressant. Donc voilà, donc il a un capteur 1 pouce, et il fait 1 300 €, ce qui est quand même vraiment très cher pour un Xiaomi, et probablement trop cher, vraiment. Donc, et un coup au millipouce énorme. Pardon. Comment ? Non, je disais un coup au pouce qui était énorme, du coup. Oui, ça c'est... Non, mais bon, enfin, c'est quand même des capteurs qui sont beaucoup plus gros et qui donnent des qualités d'image bien meilleures, attention, j'ai pas dit le contraire. Mais bon, voilà, donc au MWC, il n'y avait pas que Xiaomi, tout le monde était là, et on retrouvait des habitués comme Realme, qui annonçait donc la disponibilité de son G3, déjà disponible en Chine, d'ailleurs, et qui propose une charge, donc, on a un petit peu parlé au début, vraiment très très rapide, avec un chargeur de 240 watts, moins de 10 minutes pour charger totalement l'appareil. D'après Realme, le SuperVOOC, comme ça qu'ils appellent le SuperVOOC, ça doit vouloir dire un truc, mais bon, je sais pas. On dirait un nom d'alien dans Star Wars au passage. C'est mourir de rire. Donc ce SuperVOOC ne fait même pas exploser le téléphone ou met pas le feu à ta maison, parce que la batterie conserverait 80% de sa capacité après 1600 cycles, ce qui est vraiment très bien. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment une escalade sur la charge rapide. Donc il y a Oppo et Xiaomi qui proposaient déjà 150 watts, le Redmi Note 12 Discovery qui atteignait les 210 watts, qui vient de se faire distancer, ah là là. Et d'ailleurs ils sont pas contents puisqu'ils relancent de 60 watts avec une nouvelle charge rapide à 300 watts qui peut charger un téléphone en 5 minutes. Enfin bon voilà, donc
Depuis qu'on a des GaN, en fait, depuis qu'on a les transistors en nitrure de gallium, c'est la fête. C'est vraiment ça la révolution finalement. C'est ces fameux transistors qui permettent de l'électronique de puissance beaucoup plus efficace. Okay. Et c'est grâce à eux que depuis quelques années, on voit des chargeurs qui sont toujours plus puissants et toujours plus compacts. C'est incroyable de voir passer 300 watts par un tout petit boîtier que tu mets dans la prise. Voilà, c'est absolument dingue. Oui. Donc les GaN ont d'autres applications en électronique de puissance, comme les lidars par exemple, mais voilà, les chargeurs, c'est vraiment le truc immédiat que tout le monde connaît et qui est vraiment issu d'une révolution technologique et qui est relativement récente d'ailleurs. Il y a un débat d'ailleurs sur la charge rapide. Beaucoup diraient à quoi ça sert, etc. En fait, en vrai, moi je trouve ça très très bien. D'une part, t'es pas obligé de l'utiliser tout le temps. Ça peut être une utilisation ponctuelle. Et je pense qu'il y a plein de cas d'usage au quotidien pour des professions, notamment des professions médicales, des professions dans le domaine de l'urgence, etc. Où ils ont besoin d'appareils qui puissent, ils puissent compter sur la batterie. S'ils peuvent le brancher en quelques minutes et regagner énormément d'autonomie, franchement, sur le papier, c'est cool, non ? Non, mais c'est cool. Après, bon, là clairement, on a affaire à un truc, voilà, on a affaire à un truc de différenciation entre les marques. Voilà, c'est juste, on se bat sur ce truc-là parce que pour le reste, on a du plus de mal à se différencier. C'est vrai, ça. C'est sûr. Parce que bon, il y a eu les GaN, puis il y a évidemment, la maîtrise des batteries lithium a beaucoup progressé quand même ces dernières années. Il y a seulement 10 ans, on se risquerait pas à atteindre ces puissances et ces températures dans le salon et la chambre à coucher des parents, quoi. C'était pas gérable. Là, maintenant, voilà, on maîtrise beaucoup mieux tout ça et donc, voilà, technologiquement, c'est vraiment génial. D'un point de vue purement pratique, oui, je pense que ça peut être, ça peut vraiment dépanner. Après, est-ce que c'est aussi crucial de changer son téléphone en 5 ou 10 minutes? Je sais pas exactement. Non, entre 5 et 10 minutes, on est d'accord. Ça change pas trop. C'est une option sympa à avoir, tu vois. Après, bon, il y a toujours plein de gens qui vont le charger dans la nuit, et puis voilà, je sais pas, tu vois. Mais bon, en tout cas, c'est une vraie différenciation, et puis bon, c'est rigolo à voir. Il y a aussi une annonce de Qualcomm d'ailleurs qui est relativement importante quand même pour le futur de la carte SIM, disons à moyen terme. Votre bout de plastique que vous avez dans votre smartphone ou que vous avez peut-être plus va encore évoluer. Ou peut-être qu'il n'existe déjà plus parce que le Snapdragon donc 8 Gen 2, donc c'est le tout dernier truc à être sorti de la marque, le tout dernier puce de la marque à être sorti, c'est le premier système sur puce certifié iSIM. Attention, c'est le concept de iSIM. Bon, c'est un concept qui est pas nouveau du tout, c'est même le sens de l'histoire en quelque sorte, puisque les SIM, oui, effectivement, ils ont commencé leur carrière comme des grosses cartes à puce, format carte de crédit, entier, vraiment aussi grosse que ça, qu'on mettait dans un téléphone qui était pas du tout smart à l'époque. Donc elles ont maigré régulièrement pour devenir mini puis micro, et finalement faire de la place pour tout le reste, pour tous les magnifiques composants super puissants des intéléphones modernes. Mais bon, même à leur plus simple expression de micro SIM, c'est quand même un bout de plastique quasi inutile qu'on doit insérer dans le téléphone, et ça c'est lourdingue, parce qu'il faut faire un lecteur, il faut faire des connexions pour placer le caddie dedans comme ça, puis c'est une puce, il faut voir que c'est une puce qui date de l'époque, de la guerre, je veux dire, dedans il y a 256 kilooctets dans la puce, t'as vu la surface qu'elle a, 256 kilooctets, c'est ridicule. Mais c'est pour ça que l'industrie donc est passée au eSIM, attention pas au iSIM, au eSIM avec un E, qui inclut donc ces données dans une puce sur le téléphone directement, sur la carte mère. Donc ça simplifie tout, parce que cette puce est mise à jour via une appli et du FAI en général, donc ça existe depuis 2016, et même depuis l'an dernier, les iPhones sont exclusivement eSIM, donc avec un E, donc Electronic SIM, tout simplement. Et donc la SIM donc elle est, la SIM physique déjà, elle est plus ou moins morte, on va dire, disons à brève échéance, mais on peut faire encore mieux que ça. Au lieu de mettre la SIM sur la carte mère, c'est-à-dire sur un petit composant supplémentaire sur la carte mère, on pourrait carrément la mettre dans le processeur, dans le système sur puce directement. Là, le composant qui s'en occupe prend encore un petit peu de place. En 2020, c'était dans les 2,5 mm ça prenait sur la carte mère. 2,5 mm, c'est inacceptable. Donc, puis en plus, ça consomme un tout petit peu d'énergie, et donc ça aussi, ça pourrait être économisé, donc ça jarte. Donc la suite logique de l'intégration, c'est que ça devient un petit ensemble de transistors directement dans le SoC. Donc la taille se réduit autant que le SoC se miniaturise, donc chaque année, ça se réduit avec le reste, et voilà. La SIM a totalement disparu. Terminé. Donc en soi, l'idée est logique, le standard de début 2022. Après, évidemment, encore faut-il que les constructeurs sortent des puces qui le supportent. Et Qualcomm annonce que c'est chose faite avec donc une SIM 5G, enfin donc une iSIM 5G certifiée, donc et intégrée à sa dernière puce, quoi. Là, donc ça va être possible. Alors, il est possible que l'an prochain, je sais pas, mais c'est possible que le S24, par exemple, supporte une iSIM. Donc, d'un point de vue logiciel, de toute façon, d'un point de vue de logiciel, je pense que ça devrait pas changer grand-chose par rapport à la eSIM, qui était déjà de toute façon dématérialisée.
Oui, en expérience même pour le possesseur du smartphone et l'utilisateur, ça change virtuellement rien. C'est finalement quelque part du bon sens. Hein. Je me dis qu'un truc que prenne autant de place pour finalement aussi peu d'informations, des informations oui vitales, hein, un truc assez essentiel même pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, on en profite au passage. Ne faites pas comme beaucoup de monde, changez le code PIN de votre carte SIM. Il y a aussi beaucoup de risques par rapport à ça. On le rappelle pas assez, je pense. Vous le savez, votre ligne téléphonique et vous l'avez probablement constaté, est aussi quelque chose de sensible pour vous authentifier sur des services en ligne. Donc faites-y attention, ne mettez pas le traditionnel 4x0 ou 1, 2, 3, 4, s'il vous plaît. On continue avec les innovations quelque part, hein, mais c'est difficile d'apporter ce terme-là sur cette proposition-là. Je m'explique. On parle du water cooling dans le monde des PC. On aime bien refroidir comme ça avec du bon vieux liquide les PC qui chauffent trop pour gagner en performance. Et après tout, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire sur les smartphones, Guillaume? Mais on peut. Disons, hormis les prototypes dont on a parlé, voilà, vous avez bien compris que c'est pas forcément évident de se différencier pour les marques. Alors, on essaye des trucs plus ou moins pertinents, et OnePlus, par exemple, se lance dans le water cooling avec 2 concepts. D'une part, le OnePlus 11 Concept, donc justement, hein, et d'autre part, le Liquid Cooler. Donc le OnePlus Concept, c'est un téléphone avec un 6 milli water cooling intégré. Alors il est sur la tête du processeur, il y a une mini chambre où un petit fluide bleu est pompé par des micro-pompes à piézoélectriques, hein, et ça fait circuler le fluide à travers le dos du téléphone, et ça fait des zigzags jusqu'au tour du capteur photo. Alors c'est très rigolo, on voit vraiment le fluide bouger. C'est sexy, hein. C'est beau. C'est sexy, c'est fun. La question c'est, est-ce que c'est utile? Et la réponse est pas des masses. Pas des masses. Et ça, c'est de l'aveu même de OnePlus, hein, puisqu'il annonce que c'est dans les 2 degrés de moins en jeu et 1,6 degrés de moins en charge. Donc ça suppose que le liquide... oui, voilà. D'ailleurs, le liquide, du coup, refroidit l'ensemble, finalement. Ça refroidit aussi la batterie. Donc, c'est des chiffres qui sont pas spectaculaires, qui se traduisent par 3 à 4 FPS au plus, de mieux en jeu. La raison de ces résultats, disons, modérés, c'est qu'en fait, le liquide ne va nulle part. Faut bien voir que dans un vrai water cooling sur PC, le liquide, c'est le caloriporteur, mais le liquide, il sert à déplacer la chaleur vers un bloc de radiateur, ventilateur, beaucoup plus gros qu'un refroidissement traditionnel. Et donc, c'est beaucoup plus efficace, parce que, évidemment, vous avez un énorme bloc de refroidissement à côté. Avoir du liquide, c'est pas une fin en soi. Le liquide, ça déplace la chaleur, mais il faut bien l'évacuer quelque part. Et ça, c'est ce qui manque en réalité sur le smartphone, et c'est ce qui donne une efficacité qui est assez anecdotique. Si vous voulez vraiment refroidir votre téléphone sérieusement, par contre, OnePlus vous propose un vrai liquid cooler. Après, il faut accepter quelques concessions. Par exemple, éliminer le portable de l'expression de téléphone portable. Ça, c'est pas possible. C'est vrai. Donc le truc, c'est une sorte de mâchoire, voilà, qui va mordre le dos de votre téléphone chéri, connecté par un tube à un espèce de gros bloc qui fait la taille d'un pack de lait à peu près, et qui non seulement pompe le liquide dans la mâchoire, mais qui en plus a un système de refroidissement actif qui peut extraire 45 watts de chaleur. Ce truc est efficace, c'est même beaucoup trop efficace, puisqu'il gèle littéralement l'ensemble du téléphone. Alors là, non seulement le CPU va pas surchauffer, mais vous pouvez tenter un méchant overclocking, il n'y a pas de problème. Je pense que ce machin pourra refroidir mon PC fixe à ce stade. J'exagère un petit peu à 45 watts, j'exagère, mais bon. Je vois pas trop à qui s'adresse ce produit, alors peut-être aux gens qui aiment bien jouer à Genshin Impact avec des moufles, mais ça réduit pas mal la cible. Donc parce que voilà, si vous êtes vraiment hardcore gamer à ce point, passez sur PC les gars, parce qu'il y a le monde entier qui s'ouvre à vous. Hein. C'est vrai qu'ils vont avoir beaucoup plus de jeux disponibles et qui seront à la hauteur de leurs attentes, ça j'en doute pas effectivement. Parfait. Oh, c'est quand même rigolo de relever ce genre de sujet aussi et de thèmes qui peut être présent dans ce type de salon. C'est aussi notre rôle d'arriver à vous les porter à votre connaissance. On continue avec le coup de cœur de Kassim Kedfi, à qui on fait un coucou, qui a été séduit par quelque chose. Bon. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre que Kassim peut être séduit, Guillaume peut-être. Évidemment. Mais oui, les téléphones à clavier sont de retour. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Mais sur le salon, il y en avait un quand même, de téléphone à clavier qui, à moi, comme à d'autres barbus et Kassim, parle pas mal et ça s'appelle l'Astro Slide. Et oui, à première vue, c'est un téléphone lambda, beaucoup trop épais. Le truc, c'est que l'écran coulisse pour laisser apparaître un tout mignon clavier QWERTY, qui prend toute la surface du téléphone, du coup, un clavier physique, qui transforme l'appareil en un véritable mini PC portable. Alors, quand je vous aurais dit que Planet, donc qui est son constructeur, prévoit un dual boot Linux Android, vous comprendrez tout de suite à qui s'adresse ce genre de bizarrerie. Ah, Guillaume, podcast, pas là. Et oui, d'autant qu'il prévoit de supporter Kali Linux, qui précise encore un petit peu plus la cible. Bon, en fait, c'est un truc qui traîne sur Indiegogo depuis 2020, mais la nouvelle, c'est que non seulement ça existe vraiment, comme un vrai produit qui se vend, mais qu'en plus, il va exister une version AZERTY, même d'ailleurs dans toutes les langues, et vous pouvez la précommander sur le magasin de Planète au prix cadeau de 1131 € TTC, et oui, ça pique. Ouais, malheureusement, c'est pas cadeau du tout. D'autant que sinon, le téléphone est vraiment pas incroyable, hein, c'est 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, et un Mediatek Dimensity 800,
qui a 2 bonnes générations de retard sur la concurrence quand même. Enfin, en tout cas, dans cette gamme de prix. Donc oui, aujourd'hui, le clavier est un luxe. Il faut être riche. Il faut être riche pour se faire confortablement un petit SSH ou taper dans son terminal tranquille. C'est vraiment triste. C'est n'importe quoi, un ordinateur portable est beaucoup plus intéressant là-dessus, encore une fois. Mais bon. Allez, je suis content que vous ayez eu un produit coup de cœur, Cassim et toi, en tout cas. On continue avec des téléphones et des voitures qui marchent à la tête du client, Guillaume, enfin. Ouais, alors plus crédible effectivement comme évolution des téléphones pour le grand public, c'est les capteurs de Trinamix pour l'identification des visages. Bon, débloquer son téléphone avec sa tronche, ça a débuté assez tôt, c'est vieux, de manière d'ailleurs assez naze. Au début, on faisait une reconnaissance faciale sur le flux 2D de la caméra selfie, c'est pas très rapide, pas très fiable, les caméras selfie c'est pas une très très bonne qualité, surtout à l'époque. Et donc surtout, une photo de la personne bien éclairée, ça marchait aussi bien. Donc c'est resté très anecdotique en fait jusqu'à Face ID. Ils poussent le truc en 3D, donc c'est Apple évidemment qui fait un scan d'une multitude de points de référence en profondeur en plus de la 2D. C'est rapide, c'est devenu le maître étalon du déblocage de téléphone par le visage. Et donc les photos marchent plus, mais le capteur laisse quand même passer des masques en plastique à ton effigie. Si tu faisais un masque en plastique vraiment réaliste, oui ça marcherait. Je sais. Ce genre de masque super réaliste de ta tronche, ça court pas les rues, mais bon en théorie c'est possible d'abuser ces systèmes. Pour pousser la sécurité encore plus loin, du coup, Trinamix fait comme Face ID, mais en rajoutant la détection de la peau. C'est-à-dire qu'il y a un capteur qui sait dire si on lui présente de la peau humaine ou si c'est un masque en plastique. C'est flippant, en fait. Alors oui, je sais, il se peut tout à fait aussi qu'un tueur psychopathe utilise un masque en peau humaine pour mettre dessus le masque en plastique. Un cultiste. Les masques en peau humaine, ça s'est vu dans Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Je vois pas où est le problème. Ou alors, il peut vous couper la tête pour accéder au compte, c'est vrai aussi. Dégueulasse. Le risque zéro n'existe pas, mais bon. Sinon, le capteur de Trinamix semble encore plus sûr que les solutions de 3D actuelles. Et c'est déjà ça. Alors, comment savent-ils que c'est de la peau ? Ils sont très discrets sur les détails. Le système est constitué d'une caméra, d'un projecteur laser, d'une lumière infrarouge. Donc le laser va projeter des points sur le visage comme chez Apple. On calcule sans doute le time of flight, le temps de vol des photons pour avoir la profondeur. La lumière infrarouge, ça permet une utilisation dans l'obscurité. C'est une sorte de flash qui se voit pas quelque part. Et la caméra, évidemment, qui capte le tout. Bon, Trinamix, c'est aussi une boîte qui fait des appareils de spectroscopie, par ailleurs. Il fait des tout petits appareils portables qui sont des petits spectroscopes, c'est-à-dire qu'en fait, ils émettent une lumière sur quelque chose, et la lumière qui est réfléchie par ce quelque chose permet d'en déterminer la composition chimique. C'est un peu comme ça que sont analysées certaines étoiles, non ? Si je dis pas de bêtises. C'est totalement comme ça qu'on sait effectivement que dans certaines étoiles ou dans l'atmosphère de certaines planètes, il y a tel ou tel truc dégueulasse. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on fait. On analyse le spectre, et puis là où il y a des raies spécifiques, caractéristiques, ça nous permet de savoir ce qu'il y a dedans. Donc l'analyse du spectre de la lumière qui est renvoyée renseigne sur ce que ça contient, donc c'est possible qu'il y ait un type d'analyse spectroscopique très très basique en fait, qui sont intégrés au capteur facial pour détecter seulement la peau. Voilà, donc il fait un truc, il voit peau, pas peau, voilà, c'est tout. Donc les capteurs se destinent aux téléphones, mais aussi aux voitures, qui pourraient reconnaître leurs propriétaires, et puis aussi servir par la même occasion à surveiller la vigilance. Et bon, selon eux, ce qui est assez intéressant, c'est que cette tech est plus facile, apparemment, elle est possible de la dissimuler totalement sous un écran. Donc il pourrait y avoir des téléphones avec un Face ID, donc béton, et sans trou ni îlot d'ici l'an prochain. Trinamix serait déjà un gros client, mais il veut pas dire qui, il veut pas dire en plus. Donc voilà, une technologie prometteuse quand même. Bah oui. Est-ce que le gros client pourrait avoir une pomme sur la marque de son appareil ? Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est possible aussi demain en innovation des produits d'Apple, c'est une nouvelle version, pourquoi pas des AirTags. Bon, en tout cas, il y a des concurrents des AirTags qui se positionnent là avec un argument de poids, Guillaume, le fait de ne pas avoir à changer de pile. Et ça vend du rêve. Ouais, ça c'est une autre techno très prometteuse, celle des appareils connectés sans batterie. Donc de petits capteurs, par exemple, qui consomment extrêmement peu, qui peuvent se nourrir uniquement de l'énergie ambiante, se nourrissent de l'énergie, voilà. Parce que oui, tout autour de nous, il y a de l'énergie. Il y a un côté charlatan, putain. Il y a tellement un côté magnétiseur. Et oui, ça se concentre, les forces telluriques. Et d'ailleurs, pour bénéficier au mieux des forces telluriques, vous trouverez sur la boutique Tech Café un cristal de quartz condensateur rose du Chili et un bracelet de jade de synchronisation avec les forces cosmiques et un incroyable promo de lancement. 50 € l'un, 80 € les deux, c'est une affaire. Non, désolé, j'arrête. Mais oui, c'est très sérieux en fait, cette histoire de consommer l'énergie ambiante, c'est très sérieux. On avait même déjà évoqué la théorie ici même, il y a des mois je pense, mais des années peut-être. Et aujourd'hui, Oppo ou MWC présente un AirTag, un truc qui est très similaire à un AirTag, un tag, mais qui utilise aucune batterie. Et donc, quelle est cette magie, n'est-ce pas ?
Alors, le Oppo Zero Power Tag, c'est comme ça qu'il s'appelle, commence par consommer vraiment très peu, hein, évidemment, il ne consomme vraiment pas beaucoup, et puis il capte les ondes qui passent par son antenne. Et il n'est pas difficile, tout ce qui passe, il prend. Les ondes 4G, les ondes Wi-Fi, les autres 5G, il mange tout, il mange. Il capte ces ondes et il réussit à en extraire quelques milliwatts pour fonctionner. Mais c'est pas suffisant. Parce que, ok, il arrive à fonctionner, il arrive à faire tourner sa petite puce, mais pour émettre un signal, il faut quand même envoyer un peu d'énergie. Et donc là, l'appareil va utiliser les ondes ambiantes, mais plus directement dans une certaine mesure, puisqu'il va les réfléchir en les modulant. Donc une partie du flux qu'il traverse, il va les prendre, il va les refléter comme s'il avait un miroir quelque part, il va les refléter vers l'endroit où il veut, mais il va les moduler pour faire passer un message. Donc il va combiner il va combiner évidemment une très faible consommation. Il va combiner la récolte d'énergie et il va combiner la réflexion, si tu veux, des ondes, le backscattering, pour avoir un traceur, faire un traceur complet qui a besoin d'aucune batterie. En théorie, aucune batterie, il peut fonctionner éternellement. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe si le tag est dans un environnement où il n'y a pas d'ondes ? Oui. Dans une zone blanche, comment il fait pour se sustenter ? Bon, effectivement, là, je pense que ça pourrait mal tourner. S'il est en zone blanche, à mon avis, je pense qu'il marche pas. Mais disons que dans 99% des cas, les plus courants, il va fonctionner parce que c'est quand même assez rare, les zones où il y a vraiment rien du tout. Donc, ça serait intéressant quand même de faire des tests sur des zones en campagne, par exemple, de voir comment il sait se débrouiller avec divers niveaux de bruit électromagnétique, comme ça. Mais bon, le tag présenté par Oppo, c'est quand même, c'est juste un proto, mais ça fonctionne. C'est encore assez gros. C'est assez logique, hein, parce qu'il va à la pêche aux ondes, donc il lui faut un assez gros filet pour en capturer suffisamment pour se nourrir, tu vois. Donc ce type de capteur, c'est vraiment très prometteur parce que ça consomme rien, tout simplement, enfin virtuellement rien. Ça ne nécessite pas de batterie, chiante à produire, voilà, durée de vie toujours limitée. On peut imaginer que des capteurs pour tout ce qu'on voudra et qu'on peut oublier pendant des années, voire éternellement. Ils peuvent rester là des années. Donc c'est dommage que ce soit encore comme proto, mais pour l'instant il n'y a pas de produit concret, mais c'est très prometteur. Allez, on va continuer et conclure après les smartphones qui font le Kama Sutra, les smartphones qui se cherchent plus vite que l'éclair, le début des eSIM, les claviers improbables qui plaisent à Cassim et Guillaume, l'identification de la peau humaine et les capteurs qui fonctionnent sans batterie avec un concept de vaudou. C'est aussi une tendance très forte dans le Mobile World Congress, c'est les lunettes connectées qui vous permettent d'accéder à une autre réalité. Décidément, cette fin de rubrique me donne l'impression d'être un petit peu ésotérique, mais bon. Ouais, finissons ce tour d'horizon avec encore plus de protos. Oui, cette année, c'était aussi le salon des lunettes. Donc des lunettes connectées, voire des lunettes à réalité augmentée, comme chez Xiaomi. Donc on a les Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition, qui remporte clairement la palme du nom le plus long et le plus imbitable de tous les produits du salon. Et en outre, il s'agit d'une sorte de casque HoloLens, mais beaucoup plus petit et plus léger. Donc elles sont sans fil. Elles sont guère plus grosses qu'une paire de lunettes standard, mais elles incluent des micro-écrans OLED qu'on voit via des réflecteurs qui sont devant les yeux, donc qui descendent un petit peu comme ça. Les lunettes ont une couche aussi de verre protecteur en avant qui peut s'obscurcir à la demande pour mieux immerger l'utilisateur. Donc au total, c'est des grosses lunettes de soleil qui pèsent à peine 126 grammes. La résolution elle est de 60 points par degré, c'est 47 points par degré pour l'HoloLens 2, donc on a une résolution qui est vraiment pas mauvaise. Des caméras dans les branches aussi pour capter les mouvements et interagir avec la réalité augmentée. C'est équipé d'un Snapdragon XR2 Gen 1, c'est-à-dire le même que dans le MetaQuest 2. Donc on a un peu l'impression d'une sorte d'HoloLens 2, mais en beaucoup plus compact et léger. Donc c'est vraiment impressionnant quand même. Hein. Mais bon, le problème c'est que là où l'HoloLens c'est un produit qui est déjà en vente, hein, le Xiaomi machin, c'est l'état de prototype encore. Il n'y a pas de prix, pas de date, il n'y a rien du tout. Donc bon, c'est bien, mais enfin voilà. Après, on avait aussi des lunettes connectées, là encore en proto. Hein. Donc par exemple, Oppo a présenté ses AirGlass 2 qui franchement sont des Google Glass. Voilà, c'est vraiment, il n'y a rien de franchement renversant, quoi. C'est des grosses lunettes en plastique qui affichent sur un œil un mini écran pour des trucs vraiment basiques, hein, des notifs, des widgets météo, ce genre de trucs. Le tout en monochrome. Au moins elles sont légères, 38 grammes, c'est vraiment minuscule. Il y avait TCL aussi qui avait une paire comme ça, qui s'appelait les Ray Neo X2, qui sont plus sophistiquées déjà parce qu'elles affichent des couleurs, elles affichent un effet de profondeur. Il y avait Nubia qui présentait ses Neovision aussi, qui pouvait carrément afficher un écran, c'était un peu plus bon. Mais ça n'a pas convaincu tout le monde. Voilà, des lunettes qui ont donc plus ou moins convaincu les journalistes sur place, et dont il est clair qu'elles ne sont pas cuites non plus. Hein. Déjà, en général, ce ne sont pas des produits, hein, ce sont encore des preuves de concept ou des protos. Et on se demande si ça deviendra un jour autre chose, parce que les Google Glass, quand même, c'est vieux maintenant. Hein, elles n'ont jamais vraiment percé dans le grand public. Je suppose que certains pros pourraient être contents d'avoir un affichage tête haute comme les pilotes de chasse, hein, mais l'intérêt dans la vie tous les jours d'avoir un truc tête haute comme les pilotes de chasse, c'est moins évident. Surtout avec les capacités des lunettes connectées moyennes de 2023 qu'on a vu au MWC. Quoi. Bon. Enfin,
Voilà, tout le monde avait sa paire. Pourquoi un tel engouement pour ces appareils de... Oui, bah écoute, on refait un coucou à Pierre-Olivier. Donc, chacun a sa paire. Mais pourquoi donc un tel engouement pour ces appareils cette année ? Ben, c'est pas très difficile. Hein. Apple va sortir son casque de réalité augmentée cette année, selon toute vraisemblance. DigiTimes indique que Pegatron commencerait la production de masse ce mois-ci. Et Meta évidemment, il est sur le coup. Avec le Quest Pro, qui fait de la réalité mixte. On connaît d'ailleurs désormais leurs projets pour les années à venir. On a la roadmap. Comme on dit, donc il y a une paire de Smart Glasses pour 2025 et des lunettes de réalité augmentée pour 2027. On sait aussi que le Quest 3 devrait arriver à la fin de l'année et qui serait 2 fois plus fin, 2 fois plus puissant, un petit peu plus cher que le Quest 2 actuel. D'ailleurs, le prix du Quest 2 actuel vient de rebaisser de 499 à 429 $, ce qui est une super nouvelle. Le Quest Pro aussi d'ailleurs voit son baisser de 500 $, ce qui est quand même un tiers de baisse quelques mois après son lancement, ce qui probablement montre qu'il n'y a pas des ventes mirobolantes. Hein, on va dire. Le Quest 3 aura par ailleurs le même système de retour vidéo couleur que le Quest Pro et qui donc permettrait lui aussi la réalité mixte, donc ce serait quand même un bel argument de vente supplémentaire, je trouve. Mais bon, pour ces futurs Smart Glass, Meta utilise un truc assez fou, il utilise une interface neurale. Enfin, il veut faire une interface neurale. Interface neurale au poignet. Attention, pas d'affolement, il ne faudra pas se faire implanter une prise jack dans la nuque pour les utiliser. Ça serait plutôt une smartwatch capable de lire les influx nerveux dans les bras et donc de retranscrire les mouvements des mains. Donc les lunettes de réalité augmentée de 2027 seraient déjà en dev depuis 8 ans et l'an prochain, le proto pourrait être testé par les employés. Donc Meta a de grands projets, mine de rien, il occupe quand même le terrain, hein, pas mal. Donc avec le rouleau compresseur Apple, il risque de ne pas rester beaucoup de place aux autres constructeurs et donc c'est pour ça qu'ils doivent aussi se positionner dès maintenant, montrer qu'eux aussi savent faire des trucs. Bon, évidemment, ensuite, en fonction de ce que sortira Apple, là, ils vont sans doute concevoir et proposer des produits en concurrence. Mais pour cette année, c'est juste le show, juste pour le show et pour occuper le terrain avant le mois de juin, quoi. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent ce casque d'Apple quelque part, non pas parce que j'ai un engouement de dingue, parce que je me sens pas vraiment du tout consommateur de ce type de produit et de besoin, mais après je peux changer d'avis si on m'en convainc, mais parce que enfin on saura si c'est quelque chose de convaincant ou si définitivement il faudra mettre ce truc à la poubelle, parce que si même Apple arrive pas à convaincre toutes les chaumières de s'équiper de ces produits, je sais que ce sera pas la première version dans tous les cas, parce qu'elle sera forcément très chère et on sait que les premières versions de produits, notamment chez Apple, sont pas forcément les produits les plus convaincants, mais enfin, ça permettra quand même de prendre un petit peu la mesure. On va laisser de côté notre Mobile World Congress et merci beaucoup Guillaume d'avoir fait une revue très complète sur ce sujet pour aller faire un petit tour du côté du monde merveilleux d'Elon Musk. Alors, on va pas parler de Twitter cette fois-ci, pourtant il y aura à dire, hein, tu sais, la dernière info en date, Guillaume, c'est des collaborateurs Twitter qui saluent Elon Musk sur Twitter et qui lui disent « Coucou, ça fait 9 jours que j'ai plus accès à mon ordinateur pro, mais du coup, je ne sais pas si je suis viré ou pas, est-ce que vous pouvez m'éclairer ?» Et en fait, il y a même Elon Musk qui lui demande « Est-ce que tu peux me détailler un petit peu le travail que tu faisais ?» Et donc, il détaille un petit peu les choses qu'il faisait en ayant vérifié qu'il n'avait pas pété ses clauses de confidentialité. Et il lui dit, bon, évidemment, il est confirmé qu'il est viré. Mais on va donc pas parler de Twitter, on va parler plutôt de la partie voiture et du grand plan d'Elon Musk pour sauver l'humanité d'une catastrophe climatique qui s'annonce. C'était le 3e grand volet de ce plan de la part de Tesla, présenté entre autres, Guillaume, par Elon Musk. Et c'était captivant. Non. La semaine dernière, c'est vrai, c'était le Tesla Investor Day à Austin. Et on en attendait beaucoup, et sans doute trop. Donc, premier truc qui m'a bien fait rigoler, la conférence s'ouvre sur un disclaimer. Un énorme pavé de texte, formulé comme vraiment un contrat d'utilisateur final, que tu cliques sans réfléchir, là. Aussi indigeste et en substance qui te dit que Tesla s'engage... que Tesla ne peut pas être poursuivi si ce qui est dit n'est pas réalisé. En gros, si vous voulez y croire, c'est votre affaire, quoi. Bon, globalement, on commence par parler... Hein ? Ça annonce la couleur, n'empêche. Quand t'as une présentation qui commence par ça, c'est du jamais vu. Normalement, ils sont censés, au contraire, tu vois, convaincre dès les premières secondes. Là, t'as les mentions légales, ça pue. Mais bon, allons-y. En tout cas, on va commencer par parler de ce qui n'a pas été présenté, puis il n'y a pas eu de nouvelles voitures. Voilà. Donc le côté voiture de la conf Tesla, paradoxalement, ça va aller assez vite. Tesla donne des chiffres sur son efficacité, annonce une nouvelle plateforme next-gen. Ça reste assez vague à base d'images de 2 véhicules sous un drap, donc il y en a un gros et un petit, une voiture, un truc qui ressemble à une fourgonnette, enfin un fantôme de fourgonnette. Très peu d'infos, sinon un futur voltage de 48 volts à la place des 12 volts actuels pour le circuit basse tension. C'est le circuit basse tension, le circuit de traction il est autour de 400 à 800 volts. La tendance est de monter le voltage pour baisser l'intensité, avoir moins de chauffe sur les câbles, avoir des câbles moins gros, etc. Donc la fabrication passerait d'une structure en chaîne de montage à une structure en îlot, où on fait des modules et ensuite on réunit les modules à la fin. Apparemment ça rationaliserait l'espace, ça permettrait de diviser par 2 la surface demandée par une usine, donc évidemment ça ferait de super économies.
En termes concrets, voilà, des modèles, des dates, bon, ça, il n'y a rien eu. En fait, le gros de la conférence était finalement sur un sujet considéré comme beaucoup plus important par Musk, bon, à juste titre, hein, le développement durable, globalement, on va dire ça comme ça. C'était son Master Plan 3, dont le but est de montrer le chemin donc vers un nouveau monde sans pétrole, où tout ou presque repose sur l'électricité renouvelable, et évidemment, éventuellement un petit peu l'hydrogène aussi. Ce qui n'est pas en soi totalement renversant en termes de perspective, finalement, c'est un peu ce que tout le monde imagine et essaye de faire advenir, voilà, comme on peut. Donc Tesla pose des chiffres sur la table, boum, voilà, gros chiffre. 80% de l'énergie consommée provient du fossile, un tiers de l'énergie globale sera perdue sous forme de chaleur non utilisée. Donc pas pour se chauffer, mais juste perdue. La solution, là aussi, est chiffrée par Tesla, et c'est la suivante. 35% des émissions seraient éliminées par le passage à une grille renouvelable, 21% par les véhicules électriques, 22% par le passage aux pompes à chaleur, 17% par l'utilisation de l'hydrogène et des solutions de transport de chaleur aussi, et enfin 5% par des bateaux et des avions électriques. Et donc ce master plan passe par 240 TWh de stockage d'énergie supplémentaire, ça en fait des grosses batteries, 30 TW de production renouvelable et 10 000 milliards d'investissements. Alors 10 000 milliards, ça fait pas mal, c'est un petit peu au-dessus du Patreon, mais c'est seulement 10% du PIB mondial en 2022. Bon, écoute, la superficie requise est de 0,2% de la surface terrestre, ce qui en fait est pas négligeable si on y réfléchit, hein, parce que si tu vis dans toutes les zones où il y a de l'eau, 0,2%. Oui. De la surface terrestre. Mais bon, la surface terrestre, si tu vires tout là où il y a de l'eau et tout là où il y a déjà du monde ou des champs pour manger, forcément, il ne reste pas forcément plus que ça. Mais bon. Enfin bon, surtout, il y a marqué, il y a 0 obstacle insurmontable. C'est, je cite, entièrement faisable. Donc en gros, Tesla budgétise le futur de l'humanité et c'est bon, ça rentre. Et pour ceux qui s'inquiètent de la disponibilité des matières premières, nickel, lithium et compagnie, il ne faut pas s'inquiéter, c'est des métaux courants, et au plus on en cherche, au plus on en trouve. Donc en gros, le master plan, c'est continuer à mettre les bouchées doubles pour produire des voitures électriques, des batteries, des panneaux solaires, toutes choses que fait Tesla, et peut-être même qui feront aussi des pompes à chaleur dans ce futur proche, va savoir, c'est peut-être pas un hasard. Donc tout ça est très optimiste, et surtout porte un message qui est « nous n'avons pas à changer ». Et d'ailleurs, il le dit explicitement, ça. Nous n'avons pas à changer, nous n'avons pas à nous priver, nous n'avons pas à grelotter de froid. Il suffit de changer la prod et ensuite, on peut continuer à vivre normalement. En fait, parce qu'il dit aussi, la Terre peut soutenir notre mode de vie, elle peut même soutenir plus que ça, si on adopte les bonnes stratégies, qui est d'investir dans un marché qui, il se trouve fortuitement, est aussi celui de Tesla. Bon, fuck le jour du dépassement, donc, fuck tous les autres problèmes environnementaux aussi, parce que malheureusement, le CO2 n'est pas le seul souci qu'on a. Tu vois, il y a le manque d'eau potable en particulier, toutes les pollutions diverses et abondantes partout jusque dans nos assiettes, tous les écosystèmes et la biodiversité qui se barrent en couille. Mais bon, surtout, changeons pas nos modes de vie, parce que c'est pas bon pour les affaires. Bon, voilà, on est quand même très très loin des appels à la sobriété. D'ailleurs, j'ai découvert avec stupéfaction que le concept même de sobriété n'existait pas dans la plupart des pays. C'est Yamina Saeb qui le dit dans le podcast Sismique, donc écoute, si vous voulez l'écouter, c'est le numéro 104. Enfin, ne l'écoutez pas si vous êtes dépressif, par contre, c'est vraiment déconseillé. Mais bon, j'ai pas passé ma semaine dernière à vérifier de point par point tous les chiffres avancés par Musk, donc je vais pas forcément les contester directement, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un comme Aurore Stéphane, qui est géologue et spécialiste des métaux, des mines, tout ça, ce genre de truc. À mon avis, elle aura un avis tout à fait rigolo là-dessus. Parce que le PowerPoint Tesla, quand même, il évacue vraiment très très vite tout ce qui est en fait le cœur du sujet. C'est-à-dire parce que l'extraction minière, la fabrication, comment on gère tout ce bordel, c'est pas un détail, tu vois, entre deux slides. On est déjà au taquet, question de production de métaux, production de ressources, on est déjà au taquet, on est déjà en rendement au maximum. Donc, pour tout ce qu'il dit comme ça, fastoche, qu'il faut construire, c'est quand même sur de nouvelles réserves, de nouvelles mines, tu vois, de nouveaux filons. Et c'est pas aussi, ni simple, ni indolore que ça, quoi, tu vois, il y a quand même un petit boulot. Donc voilà, là on est quand même dans du solutionnisme technologique, mais surtout on est dans du bon gros marketing, parce que il faut quand même pas oublier que c'est Investor Day, c'est Tesla qui parle, c'est pas une ONG. Donc un master plan pour sauver l'humanité, ouais, alors les détails sont importants quand même, alors ok, les technologies sont nécessaires à la transition, d'accord, mais afin de dire explicitement c'est bon, ça passe, on est sauvé, faut rien changer à notre mode de vie, faut juste acheter une Tesla en gros, et une pompe à chaleur, ouais, c'est vraiment très très optimiste. Ouais, j'ai beaucoup ri en lisant la restitution de la conférence par Numérama, c'est Marie Turcan qui écrit et qui dit ça, j'ai trouvé leur restitution vraiment bien foutue, elle déculpabilise sur le fait de ne pas avoir suivi la conférence, et puis vraiment c'est drôle,
drôle. Je cite cette petite partie parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau de la restitution, il y avait des petites, des ronds là avec de lumière qui se complétaient. Et j'aime bien, je cite l'article, j'ai bien peur que la petite horloge qui s'affiche entre les speakers ne représente l'avancée de la conférence, murmure notre vidéaste Thomas qui, comme une partie de la rédaction de Numérama, veille ce soir pour produire une vidéo récapitulative claire une fois la conférence terminée. Notre sang se glace. Aurait-il raison? Nous n'en sommes pourtant qu'à deux crans sur 9. La conférence a débuté depuis 33 minutes. Un vent de panique froide souffle sur la rédaction. Sommes-nous condamnés à une nuit blanche? J'ai vraiment beaucoup ri avec cette restitution. Alors, tu parles en tout cas des grands projets d'Elon Musk. Peut-être un des arguments qu'on va pouvoir nous donner, mais et après tout, si c'était possible, peut-être qu'il a tout calculé. Il y a qu'à regarder ses ambitions précédentes, ses plans précédents, Guillaume. Qu'est-ce que ça a donné, ces précédentes étapes? Oui, parce que c'est le 3e master plan. Donc du coup, les autres, c'était quoi? Bonne question à se poser. Alors, le premier, en 2006, c'était construire une voiture de sport, utiliser cet argent pour construire une voiture plus abordable, répéter, utiliser à nouveau cet argent pour faire une voiture encore plus abordable. C'est pas con. Et par la même occasion, fournir des solutions de production d'énergie zéro émission. Ça, c'était sur le blog d'ailleurs d'Elon Musk. Et globalement, oui, ça a marché. Voilà, c'est même la success story de Tesla. Le Roadster est sorti, puis la Model S, puis la Model 3. Alors, la Model 3 était plus chère qu'on espérait, mais globalement, oui, le plan a été suivi. Tu vois, ça n'a pas été de tout repos. La Model 3 a été extrêmement difficile à sortir. Son début de production a été un enfer, et ça fait écouler la boîte. Mais ils en sont sortis, et ça a eu un impact majeur sur le monde de l'automobile dans son ensemble. Ça donnait l'impression que pour Tesla, tout était possible. Et du coup, quand le Master Plan 2 était dévoilé, on l'a suivi avec beaucoup d'intérêt, et puis tout le monde y a cru. Voilà. Et ce plan, c'était quoi? C'était créer des toits solaires avec batterie pour rendre les maisons autonomes, faire des véhicules pour tous les secteurs, faire des voitures autonomes 10 fois plus sûres que les humains, permettre à votre voiture de faire le taxi, de vous rapporter du fric pendant que vous ne l'utilisez pas. Bon, d'emblée, vous voyez arriver le problème. Bon, les toits panneaux solaires, ils ont fini. Il y en a eu, voilà. Ça a fini par voir le jour, très en retard et plus cher que prévu, mais bon, ça existe. Par contre, les véhicules pour tous les secteurs, on repassera, parce que le semi-remorque de Tesla, il arrive à peine, le Cybertruck, il est toujours pas là. Musk avait évoqué les transports urbains. Tu les as vus, les bus Tesla? Jamais de la vie. De toute façon, il déteste les transports en commun, mais Musk, c'est clair et net. Dans son plan pour sauver l'humanité, t'as entendu parler de transports en commun? Non, surtout pas. Mais bon, quant au full self-driving, c'est le full self-driving, c'était full self-driving, on a un épisode entier pour revenir sur la saga du full self-driving. Mais disons que bon, les Tesla taxis qui étaient prévus pour 2017, c'est ambitieux. On est 2023 et le FSD est toujours une assistance de niveau 2 facturée comme une option ultra chère à $15 000 quand même. Donc on est quand même loin du compte. Donc Tesla a tout de même accouché d'un réseau de chargeurs publics de très bonne qualité, fiable et rapide. Donc tout n'est pas nul. Mais bon, c'est plus la success story des débuts. Et donc, c'est peut-être pour éviter les attentes exagérées, les reproches que Tesla a fait un Investor Day frileux avec cette espèce d'énorme disclaimer, où on se concentre finalement sur des généralités en essayant de se dépeindre comme étant la boîte c'est vraiment la boîte de l'énergie du futur qui va nous sauver. Tu vois, j'avais lu un commentaire qui disait qu'Elon Musk avait le syndrome de Batman, à la fois milliardaire et super-héros. Mais je suis même pas sûr finalement, parce que ce qu'a fait Musk à Investor Day là, c'est surtout de la com pour Tesla, et ça se voit. Je veux dire, il montre Tesla comme étant un rouage essentiel, inévitable, de l'économie de demain. Qu'est-ce que tu peux dire de plus valorisant que ça sur ta boîte? Le message, c'est même pas « on est dans le game, les gars ». On est le game, c'est nous le game, tu vois. Sauf qu'en matière de transparence sur son impact écologique, Tesla, il est pas très bien noté, donc ça diffuse peu d'infos sur l'impact écologique complet de sa chaîne d'approvisionnement, qui est très très longue, hein, de la mine à la voiture envoyée au concessionnaire, c'est vraiment très très long. Donc voilà, comment se sont exploitées les mines, ou c'est encore un autre sujet, hein, des sujets de préoccupation, parce que lithium, cobalt, fer, tout ça, oui, ok, d'accord, c'est pas si rare, mais enfin, je veux dire, il faisait des nouveaux gisements, il faut aller les chercher, il faut les extraire, il faut faire des mines, c'est pas évident, où est-ce qu'ils sont, qui ça va impacter, tu vois, tu fais quand même des énormes trous un petit peu partout. Faut oublier que le lithium, ça se raffine en plus après, c'est complexe, donc voilà, dès que tu sors du tableau Excel, ça devient quand même vraiment complexe. Et justement, alors tu parles de lithium, tu as regardé un petit peu ce qui pourrait se passer en prospective autour du lithium, largement d'origine iranienne, Guillaume. En fait, j'en apprends beaucoup, là, je m'en rends compte. Pas largement, mais disons qu'on vient de trouver un énorme gisement de lithium, donc Youpi, 8,5 millions de tonnes, donc super Youpi, mais il est en Iran, donc moins Youpi. Donc il y a des réserves de lithium en Bolivie, en Argentine, au Chili, en Australie, en Chine, bien évidemment. Mais ce lithium qui a été découvert en Iran, c'est plutôt les Chinois qui vont en profiter, tu vois, plus que nous. Donc quoi qu'on en dise, même s'il existe le minerai dans le sol, le fer, le nickel, tout ce que vous voulez, l'extraire, c'est pas facile, c'est pas gratuit, c'est pas sans conséquence pour l'environnement.
pour les gens autour. Et donc, voilà, c'est à milieu d'Elon Musk, il y a des chercheurs qui sont clairement du côté du moins c'est mieux. Donc c'est des communistes de l'université du Delaware qui ont publié une étude sur les usages de 333 véhicules à essence, tout à fait normaux donc, après 20e siècle, et ils se sont rendus compte que presque 40% d'entre eux auraient très bien pu avoir un petit véhicule électrique avec une toute petite batterie d'environ 200 bornes d'autonomie. En fait, ils militent pour 2 petites batteries, ils veulent des petits trucs. Parce que, il y a plein de raisons. C'est moins cher, ça fait moins de ressources à extraire, ça fait des voitures moins lourdes, qui utilisent aussi moins de métal, qui font moins de dégâts en cas de crash, parce que évidemment c'est moins lourd. Donc il se révèle aussi beaucoup moins cher, finalement, de louer occasionnellement, très occasionnellement, un véhicule à grosse autonomie que d'en acheter un beaucoup plus cher. Parce qu'il y a quand même des réserves à émettre sur cette enquête, évidemment, parce qu'ils sont partis du principe, par exemple, que les participants pouvaient charger leur voiture sur leur lieu de travail, ce qui est pas délirant en théorie, mais en pratique, c'est pas du tout évident, en fait. Leur conclusion, c'est que contrairement à la tendance, plus grosse batterie, plus grosse autonomie, c'est pas forcément synonyme de bienfait pour le consommateur, parce que l'immense majorité des voyages qu'ils ont vus, eux, faisaient moins de 50 ou 60 km. Et les constructeurs, eux, se vendent de toujours plus d'autonomie qui peuvent atteindre 500 km. Et finalement, les acheteurs payent très cher, souvent, pour une autonomie qu'ils n'utilisent presque jamais. Alors tout est dans le presque, je sais bien, le jour où on en a besoin, on est content de l'avoir. Mais rationnellement, si tu regardes les choses avec du recul, comme font les scientifiques souvent, on se retrouve avec, en moyenne, une masse de batterie qui est largement sous-utilisée. Alors, la rationalité, c'est difficile, c'est une étude qui risque pas d'être très populaire, parce que une statistique récente montre que la popularité des SUV ne cesse de croître. Donc les ventes de voitures en 2022, elles ont reculé de 0,5%, et les SUV, eux, se sont vendus 3% de plus. Ça constitue 46% des ventes de voitures dans le monde. Et ça, c'est quand même un gros souci. C'est pas en achetant un énorme machin qui consomme en moyenne à 20% de plus qu'une voiture standard qu'on va se faciliter les objectifs carbone, tu vois, ça va être compliqué. Le fait que la moitié des SUV vendus étaient électriques est pas si encourageant, parce que c'est quand même des voitures plus grosses batteries, encore plus de gros besoins en matières premières, plus grosse conso électrique aussi. Donc, rationnellement, en fait, on devrait acheter une petite Nissan, et pourtant, on achète du pick-up. Et je dis ça parce que la voiture la plus vendue aux États-Unis en 2022 est un pick-up. C'est le F-Series de Ford. La deuxième voiture la plus vendue aux États-Unis est un pick-up de Chevy, c'est le Silverado. Et le troisième véhicule vendu aux États-Unis, le plus vendu aux États-Unis en 2022, est un pick-up, celui de Ram. Voilà, tout ça est tout à fait rationnel. Oh, la vache, c'est quand même paradoxal. Au passage, quand on parle de mobilité, j'ai un post LinkedIn, désolé, parfois ça vaut le coup aussi d'être souligné quand c'est pas inintéressant, de Jean-Marc Jancovici sur la démarche autour du vélo et le paradoxe qu'il peut y avoir autour du vélo. C'est vrai que quand on met ça en perspective des SUV que tu viens de décrire, on marche parfois un peu sur la tête. Gageons qu'on se réveillera pas trop tard. On va terminer cette rubrique de cet épisode de Tech Café en parlant un petit peu, Guillaume, déjà d'énergie solaire, la géo-ingénierie, bientôt. Non, c'est pas du tout. Non, pardon, j'ai confondu. Pas du tout. Vas-y, la géo-ingénierie. Non, écoute, dans cette section qui est finalement devenue la section éco-anxiété, on peut parler du rapport publié en février par l'UNEP. Alors pas par l'UNEF, c'est l'UNEP, le United Nations Environment Program. Putain, fatigué. Okay. Donc c'est un rapport des Nations Unies sur l'environnement qui commence à considérer que la géo-ingénierie pourrait devenir une option de la dernière chance. Faut voir que même si on cessait là tout de suite d'émettre du CO2, là tout de suite c'est fini, bouf. Faudra attendre la fin du siècle pour voir des températures redescendre, parce que le CO2 qu'il y a déjà dans l'atmosphère, il va y rester un bon moment et donc ça va continuer de chauffer. Et bien sûr, on continue à en émettre, toujours plus même. Un plateau est en vue, voilà, on a émis que 1% de plus en 2022. Le problème, c'est que maintenant, il faut réduire de 7% par an au moins, mais bon. La géo-ingénierie solaire, pas du tout, c'est pas du tout de l'énergie solaire, c'est une technologie de contrôle du climat qui vise à nous mettre un pare-soleil sur la tronche, tout simplement, comme une voiture dans mon parking, avec des particules aérosols dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, en guise de gros accordéons argentés, voilà, vous mettez ça dans l'atmosphère. Donc ça ou autre chose, en fait, on sait pas trop, l'UNEP appelle à une évaluation mondiale des possibilités et des modes potentiels de gouvernance de ce genre de truc. Elle appelle à utiliser... Alors justement, elle appelle pas à utiliser directement la tech, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas encore assez fiable, qu'on n'en sait pas encore assez. Mais le simple fait qu'elle s'y intéresse à ce point, et à un moment il la mentionne comme une option pour faire rapidement descendre les températures, ça fait un peu froid dans le dos, parce que
c'est comme si un jour on n'avait plus le choix, tu vois. C'est comme s'il prévoyait déjà le jour où on n'avait plus le choix. Et surtout, sa mention pourrait encourager pas mal de gens à se lancer, à promouvoir des solutions de géo-ingénierie qui sont hyper inquiétantes, en fait, parce que ça revient à bidouiller le climat avec nos gros doigts, après avoir niqué le climat avec nos gros doigts, les mêmes gros doigts. C'est un énorme souci, tu vois. Comment on va régir la planète si on lui fout des pare-soleil sur la tronche ici ou là? On n'en sait pas, enfin, on n'en sait rien, en fait. Les zones pourraient se surcompenser, il y a des pluies qui pourraient se déplacer en inondant par là-bas, en asséchant ailleurs, et on risque de tout niquer encore plus au niveau mondial. Donc on n'est pas serein. Je pense que la technologie doit jouer un rôle essentiel à la transition énergétique, évidemment, vers un futur plus durable et soutenable, mais bon, pas seulement la technologie et pas n'importe comment non plus. Bon, on va terminer sur une note un peu optimiste avec des progrès potentiels sur la recapture du CO2 parce que pour le moment ce qu'on a c'est quand même vraiment embryonnaire. En général, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut chauffer beaucoup très très fort des filtres à 200 degrés. Et donc c'est un souci en soi. Il a beau nous pourrir la vie, le CO2 il est rare en proportion de l'atmosphère, il n'y a que 0,04%. Donc le choper c'est pas facile. Mais on risque de pas y couper. Donc si on veut limiter la casse et pas aller trop au-dessus d'1,5 degré, tous les scénarios prévoient de la recapture assez intense. Et comme il faut en général chauffer très fort, donc pour recapturer le gaz, il y a une boîte qui est pensée à la géothermie. Parce qu'en fait, une centrale géothermique, donc qui va chercher la chaleur très profond dans le sol, enfin très profond, pas si profond que ça, mais enfin quand même, voilà, elle fait des trous assez profonds, parce que voilà, plus tu vas profond, plus c'est chaud, donc elles utilisent ça pour faire de l'électricité, mais pour elles, des chaleurs de 200 degrés, c'est la routine, tu vois, et puis ils ont de la chaleur en plus, souvent de la chaleur en trop qu'ils n'utilisent pas. Donc une centrale géothermique, en plus de produire de l'électricité, elle pourrait faire de la recapture de CO2 gratos, parce qu'elle a déjà de la chaleur qu'on pourrait utiliser pour chauffer des filtres. Donc ça ferait une pierre deux coups, donc c'est exploratoire, tu vois, mais bon, c'est un espoir. Ouais, ça ne doit pas faire oublier, évidemment, que les meilleurs watts pour le climat, c'est ceux qu'on ne dépense pas, bien évidemment, c'est ceux qu'on ne consomme pas, mais enfin quand même, voilà, il y a peut-être des solutions auxquelles on n'a pas encore pensé et qui vont arriver à l'avenir. Tant mieux, c'est quand même beau de voir qu'il y a des gens qui se penchent sur le sujet. On suivra ça ensemble, mais en attendant, on va mettre tous ces sujets de côté pour conclure avec notre petite rubrique dessert. C'est les jeux vidéo, à commencer Guillaume par des jeux olympiques d'échecs qui seront bientôt sur Twitch. Incroyable, tu vas me faire rêver. Est-ce que tu savais que le Comité international olympique donc donne dans les compétitions d'e-sport et qu'il y a déjà des trucs et je crois qu'il y a déjà donc les nouvelles séries d'e-sport, les nouvelles séries olympiques d'e-sport comprennent le tir à l'arc, le tennis, le taekwondo et ils vont rajouter les échecs et Just Dance. C'est fou ça. Alors Just Dance, formidable. C'est énorme. Donc il y aura aussi sport automobile, donc Gran Turismo, donc cyclisme, baseball, voile. Alors, les échecs, c'est vraiment marrant. Apparemment, c'est un vrai phénomène sur Twitch, les échecs. Il y a une sorte de revival des échecs, qui reste un truc assez, presque un peu ringard pendant très longtemps. Grave. J'ai l'impression, là, c'est redevenu à la mode. C'est assez cool, d'ailleurs, tant mieux. Donc voilà, apparemment, le comité international olympique s'intéresse aux échecs et à Just Dance. Et alors, il n'y aura pas de médaille. Il va pas y avoir de médailles d'or d'Overwatch, tu vois, mais par contre, c'est des épreuves qui seront retransmises, voilà, il y aura des épreuves, des compétitions, donc c'est assez rigolo. J'étais pas du tout contre ça. Comme quoi, hein, tu vois, moi qui m'étais mis aux échecs. Je m'intéresse très peu à l'e-sport parce que je m'intéresse très peu au sport tout court, donc tout est cohérent en fait. Oh oui, c'est très logique. D'ailleurs, tu t'infliges le fait de ne pas t'intéresser à l'e-sport parce que c'est du sport. Très bien, j'ai compris. En attendant, on fait un petit tour du côté de chez Nintendo qui n'a pas abandonné la carte du Quantified Self et de faire de la gamification autour de notre sommeil, Guillaume. Ouais, alors petit tunnel Nintendo, les serveurs Mario Kart et Splatoon auraient un trou de sécurité et d'ailleurs sont down pour le moment. Ça arrive même au meilleur, qu'est-ce que tu veux? Bon, enfin, même au meilleur, c'est vite dit parce que ça pourrait être un vieux bug déjà présent dans une version 3DS de Mario Kart. Mais bon, c'est un bug sévère apparemment qui pourrait mettre sur Wii U, hein, on est d'accord. C'est pas. J'ai cru comprendre que c'est sur Wii U, c'est pas sur la Switch quand même. Me fais pas, non. Si. Ah non, c'est sur Wii U, pardon. Oui, non, Wii c'est sur Wii U. Oui, alors, en fait, c'est confusant parce que c'est les jeux Wii U, Mario Kart 8 et Splatoon, mais comme il y a évidemment ces jeux-là aussi dans certaines versions qui sont aussi sur Switch, mais c'est vraiment la version Wii. Non, c'est la version Wii U. C'est la version Wii U. Ouais, donc c'est bon. Évidemment, ça concerne pas grand monde, donc c'est pas très. Déjà que ça concernait pas grand monde quand elle était vendue, alors bon. Oui, pardon. Voilà, excuse-moi. Bon. Mais bon, bref. En tous les cas, effectivement, t'as parlé de Quantified Self, effectivement. Il y avait Pokémon Go. Dernièrement, il y a eu Pikmin Bloom, je crois. Donc ça te suit quand tu marches. Donc Pokémon Go, tout le monde connaît. Pikmin Bloom, c'est au fur et à mesure que tu marches, voilà, tu fais pousser des Pikmin, voilà, tu récupères des Pikmin. Bon, tu marches dans la rue, donc voilà, ta marche dans la rue est gamifiée. Désormais, Nintendo. Et il y a aussi, d'ailleurs, Pokémon, je l'ai découvert il y a pas longtemps, il y a une application Pokémon pour se brosser les dents pour les enfants. J'ai pas testé avec mes enfants. Pourquoi pas écouter ça,
Tu pourras aussi essayer donc du coup bientôt les Pokémon qui vont envahir ton sommeil, bien entendu. Donc c'est Pokémon Sleep qui sortira cet été, qui va surveiller le sommeil en donnant divers bonus si vous dormez bien et si vous dormez longtemps à heure fixe, etc. Donc il vous surveille toute la nuit. On te place le téléphone contre l'oreiller comme ça. Et voilà, donc tu vas gamifier ton sommeil. Ça manquait ça de gamifier son sommeil, et puis il n'y a plus beaucoup de créneaux à choper pour gamifier les trucs pour Nintendo. Tu passes ta vie sur Fire Emblem Engage, la pause caca, tu fais un petit Mario Golf. Voilà. Et d'ailleurs, le Mario Golf, c'est pas le seul jeu qui va gamifier les toilettes. Incroyable. Puisque sur Switch va bientôt sortir un jeu qui s'appelle Give Me Toilet Papers. Je sais pas si t'as vu, c'est magnifique. J'ai vu. Ouais. Le but étant de faire Switch. Descendre un rouleau de papier toilette. C'est ça, c'est un jeu Switch, c'est un puzzle game en fait. Enfin, c'est un puzzle game de plateforme quoi. C'est un rouleau de PQ et tu le fais. Tu dois l'amener un salaryman qui doit faire ce qu'il faut avec, et donc tu fais rouler le rouleau de papier toilette sur des trucs, sur des plateformes qui basculent comme ça, et tu guides le rouleau de papier toilette sur les plateformes, et tu inclines ça, tu interagis avec le jeu en mettant ton Joy-Con dans un vrai rouleau de PQ que tu fais effectivement rouler sur un gros carton. Je trouve ça génial. C'est le motion gaming est de retour. Voilà, le motion gaming est de retour dans un jeu de chiottes. Voilà. J'ai très envie de tester. C'est pas forcément de la merde, on sait pas. J'ai tellement envie de tester, ça m'a l'air génial. Et je pense qu'il y a un effet waouh avec des enfants qui est assez indiscutable, je pense. Et puis un petit mot sur notre feuilleton du moment dans le monde du jeu vidéo et de la tech, c'est le rachat de Blizzard Activision King par Microsoft. On a du nouveau du côté de l'Europe, Guillaume. Oui, du côté de l'Europe. Alors, par ailleurs d'ailleurs, Microsoft va envoyer le Game Pass, va ouvrir le Game Pass à 40 nouveaux pays encore, donc il y a un gros push vers alors il y aura des pays en Europe aussi, en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient, en Croatie, en Islande, en Libye, etc., et même en Ukraine. Donc voilà, c'est le PC Game Pass va s'ouvrir encore plus, donc 40 nouveaux marchés. Et alors bon, je sais pas si ça aura un impact ou pas, mais apparemment, d'après des sources bien informées, même si rien n'est officiel, il semblerait que l'Union européenne finalement accepte le deal Activision Blizzard, de Microsoft, Microsoft qui va racheter Activision Blizzard. Bon, c'est sympa. Apparemment, le coup de Call of Duty sur toutes les plateformes, tout ça a l'air de marcher. Donc la Commission antitrust d'Europe a l'air plutôt ok. Ça veut pas dire que c'est fini, parce que qu'il y a aussi, il faut pas oublier qu'il y a aussi les Anglais qui sont dessus, qu'il y a aussi la FTC qui est dessus. Donc ça veut pas dire que c'est gagné. Après, est-ce que le fait que l'Europe dise oui, ça va influencer les autres, c'est pas impossible. Pour l'instant, il y a toujours un risque que Microsoft ne puisse pas faire le deal, à moins de se séparer de certaines divisions. Bon, il y a des discussions, mais bon, moi j'y crois pas des masses à ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a des discussions comme quoi il pourrait forcer, il pourrait demander à Microsoft de se diviser, quoi, de revendre certaines filières. Mais bon, moi j'y crois pas des masses, comme Call of Duty par exemple, revendre Call of Duty ou ce genre de truc. Mais bon, voilà, moi j'y crois pas trop. Donc c'est en bonne voie aux États-Unis. Maintenant, il faut c'est en bonne voie sur la Commission européenne. Après, il faudra voir aux États-Unis et il faudra voir évidemment en Angleterre. On suivra ça, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Guillaume pour avoir préparé l'intégralité de cette belle émission autour du Mobile World Congress et de Master Plan 3 et de l'avenir, parfois anxiogène, mais on se doit d'en parler forcément. Merci beaucoup évidemment à vous pour votre fidélité, pour écouter les épisodes semaine après semaine. Merci évidemment d'envisager, comme on l'a dit en intro, un soutien sur Patreon, patreon.com/techcafé. C'est extrêmement précieux pour nous. Vous pouvez évidemment nous rejoindre et discuter entre vous sur Discord et déposer, on compte sur vous, des avis sur les apps de podcast. En attendant, vous pouvez nous retrouver bien entendu aussi sur techcafé.fr, mais à titre individuel également. On peut nous retrouver forcément. On est à une heure où on doit pouvoir nous retrouver à titre individuel. Et Guillaume, pour toi, c'est où ? Mais moi, je pense que je vais me refaire un petit Mario Kart 7 sur Wii U juste parce que je peux. J'arrive pour voir s'il est encore accessible en ligne, et normalement, tu devrais pas pouvoir en ce moment. Non, mais normalement, certainement pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, merci beaucoup. Je suis un bourgeois, je veux dire. J'ai une Wii U. Je fais partie de ces gens-là. C'est beau, j'en ai une aussi. Merci, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux et en particulier sur Mastodon. Les liens sont dans les notes de l'épisode ou sur mon site internet. Et en attendant, on vous souhaite une excellente continuation. On vous dit à très bientôt dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.